Donc très concrètement, c'est vrai qu'il y a encore 5 ans, j'étais obèse, prédiabétique, j'avais un haut niveau de cholestérol. T'allais mourir, quoi. J'allais mourir, j'étais en état de mort de avancée. décomposition, quoi. La seule perspective de sortie réaliste avec des gens qui sont autre chose que des beaux parleurs et qui peuvent fondamentalement peut-être faire bouger les choses, c'est Trump. C'est vous dire si les perspectives sont quand même Effrayante. assez effrayantes. Ta vision du monde, elle est très simple à comprendre. Les gens sont là pour faire du fric et écraser les autres. Mais merde, le mec, il accumule 260 milliards de dollars. Donc il s'en fout d'en gagner Quel plus. est son objectif, à ton avis, dans la vie, tu vois? Est-ce que tu peux C'est de savoir rendre service aux gens, tu vois? Est-ce que tu peux Est-ce que J'ai rien compris. Hola, hola, amigos. Bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante, en direct de Paris à l'occasion de API Days. Je remercie les équipes de API Days. Uri, merci beaucoup de nous avoir invités. Et il y a plein d'hacienderos dans la communauté qui sont là et qui ont profité des billets gratuits parce qu'ils font partie de l'Hacienda et de Silicon Carnet. Et c'est génial. Et on vous remercie du fond du cœur de nous inviter. Je vous propose une émission un petit peu spéciale. D'abord, on est en public. C'est la première fois que je fais ça. Je vous avoue que je suis un petit peu stressé. Et puis, en plus, on a un invité de marque, Alain Damasio. Je vous demande vraiment de l'accueillir et de l'applaudir. Alain! Hola, hola! Tu peux te mettre là, au bout, là-bas. OK. Alain Damasio, vous le connaissez, c'est cet auteur de science-fiction. J'ai envie de dire, c'est le dernier cyberpunk. Il paraît que tu n'es plus un cyberpunk. Ouais, je suis la dernière génération, là. On passe au biopunk. C'est la dernière génération. Ouais. Alors, toi, tu dis que tu es un biopunk, et moi, j'ai une théorie, je pense que tu es un solarpunk. Et on va en parler. Ah, ok, d'accord. Je On va veux bien parler de accepter ça. On va parler de ça, en fait. Alain Damasio, auteur de science-fiction, vous le connaissez. Moi, je t'ai connu avec Les Hordes du Contrevent, que je suis en BD, parce que je suis un énorme fan de BD. Cool. Et là, on est au 4e tome, là, c'est ça? Tome 4 vient de sortir, ouais. Ça y est. Le tome 4 vient de sortir. Il en reste deux. Il en reste encore 2. Mais sinon, vous pouvez aussi lire le livre, qui fait plus de 800 pages et qui est passionnant aussi également. Et tu as sorti un bouquin qui s'appelle Vallée du Silicium. Tu es venu nous voir à San Francisco. Et voilà, c'est vraiment un voyage initiatique. Ouais, c'est carrément un voyage initiatique à la Baudrillard, mais vraiment dans la Silicon Valley. C'est-à-dire, je suis arrivé en me disant. Bon, on va en parler. Okay. Ne dis pas tout. Je dis rien. Ne dis pas tout. Ne dis pas tout. On va parler de ça, et puis on va voir une deuxième partie parce que tu es aussi un personnage politique. Tu es un auteur engagé. Et j'avais envie aussi de parler de politique avec toi. Donc on va parler de tech, de Silicon Valley et de politique. Et j'ai pour nous accompagner deux chroniqueurs avec moi. Pour la première partie, Arnaud Auger, l'homme qui valait 3 milliards. Donc Arnaud Auger, c'est un biohacker qui vit à San Francisco. Il n'en vit pas, hein. Il est surtout investisseur. Enfin, il travaille chez KT Innovation et il fait partie de l'équipe de Silicon Carnet. Tu es dans le podcast régulièrement et t'es pas là par hasard parce qu'en fait, Alain, une des nouvelles de Vallée du Silicium parle justement de ta vie de biohacker à San Francisco. Et puis j'ai aussi Kevin Smuts. Je l'appelle le petit beurre de la tech parce qu'il vit à Nantes et il a vécu longtemps à San Francisco. Et il fait partie aussi de l'équipe de Silicon Carnet. Et puis j'ai quelques surprises pour vous pour la deuxième partie sur la partie politique. Il paraît que le professeur est dans la place, donc on va avoir le professeur avec nous. Ça va être super intéressant. Alain, tu es l'invité de marque, tu es le special guest de Silicon Carnet. Alors comme je le disais, tu es parti faire un voyage à San Francisco, c'était juste après le Covid. Ouais, c'était avril 2022. Ouais, avril. Juste après, ça commençait à dégeler, mais lentement. Ouais. Alors, comment t'es venu d'abord l'idée, qui t'a proposé d'aller à San Francisco? Est-ce que c'était une commande ou est-ce que c'est toi qui as décidé de... Ouais, c'était à la limite de la demande et de la commande, quoi. C'était la Villa Albertine, donc ils avaient lancé ça à San Francisco, c'est-à-dire c'est l'idée d'une Villa Médici aux États-Unis, et ça a démarré à San Francisco. Et
il me voulait beaucoup parce que il voyait pas quel type d'artiste il pouvait amener là-bas avec une vision un peu technocritique, un peu vénère sur la Silicon Valley. Et ils m'ont demandé, mais sauf qu'il y a eu le Covid une fois, deux fois, et que j'ai pu venir la troisième fois seulement sur place. Et je suis arrivé encore plus chargé puisque je leur avais demandé de me faire rencontrer le maximum de gens là-bas. Et notamment des hauts cadres en fait, des GAFAM et des artistes et des sociologues, etc. Et j'avais l'agenda rempli de rendez-vous. C'était assez chargé, assez difficile. En plus, mon père était mort juste avant, donc je suis arrivé avec une espèce d'énergie basse, et d'énergie émotionnelle assez forte. Mais j'ai pris claque sur claque, et donc c'était un mois assez intense. Ouais. Alors justement, tu dis, c'est vrai que quand on lit tes bouquins, tu as un regard très technocritique, et on va en parler beaucoup, il va y avoir beaucoup de questions de ça. En fait, tu parles de nous qui sommes dans la Silicon Valley, et d'une façon des fois où on se reconnaît pas, et en même temps on reconnaît plein de choses aussi dans ce que tu dis, et j'avais envie de mettre sur scène avec toi des gens qui viennent de la Silicon Valley, et dans Vallée du Silicium, c'est vraiment un carnet de bord, c'est-à-dire que on te suit dans ce parcours dans la Silicon Valley, et justement, c'est des personnages qu'on rencontre. Il y a mon pote Greg Renard que tu appelles le golem, qui physiquement d'ailleurs effectivement ressemble. Vraiment un golem, complètement. Et il n'était pas très content hein, d'ailleurs. Il m'a dit il m'a appelé le golem. Je lui ai dit mais Greg, tu t'es regardé dans une glace? Non mais j'explique qu'on peut le faire, qu'un sculpteur pourrait le faire avec trois blocs de glaise en fait. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Et Greg Renard, c'est un génie de l'intelligence artificielle. Il vit à San Francisco depuis très très longtemps. C'était une rencontre magnifique, franchement. Ouais, vraiment magnifique. Quoi. Qu'est-ce qui t'a surpris dans, par exemple, Greg Renard, quand tu l'as vu c'est quelqu'un d'une gentillesse absolument incroyable. Déjà d'une gentillesse absolue. D'une convivialité très grande, et j'ai trouvé SF moi très froide, contrairement à ce qu'on m'avait dit. On m'a dit tu verras, c'est une ville européenne, tu verras, tu vas te retrouver chez toi, etc. Et moi qui ai une dimension quand même relativement latine, j'ai trouvé ça glacial en fait. Hein. Et on sortait de Covid, et je pense que ça jouait aussi beaucoup. Il paraît que maintenant ça c'est revenu un peu plus de convivialité, de dynamisme. Et Grégory Renard est pas du tout comme ça. Et surtout, ce qui m'a fasciné, c'est que j'ai vu un artisan au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui peut utiliser les bots, qui peut utiliser les IA, qui peut utiliser les machines de langage avec une finesse artisanale et presque une orfèvrerie qui est magique, quoi. Et nous qui sommes des utilisateurs soumis, consentants et qui obéissons à la structure des interfaces telles qu'elles ont été conçues pour le consommateur moyen, quand t'as quelqu'un comme ça en face de toi, bah tu mets les mains dans le cambouis, tu le mets dans le moteur, et tu te dis c'est fantastique la mécanique, c'est fantastique ce qu'il fait, quoi. Voilà. Mais justement... Donc c'est un artiste, c'est pour ça que j'ai dit portrait du programmeur en artiste, parce que pour moi j'ai vu un artiste à l'œuvre, quoi. Oui, mais justement quand on lit ton œuvre, on a l'impression qu'il y a une sorte de main invisible derrière la technologie, peut-être une critique d'ailleurs du capitalisme. Et quand tu te rends compte, quand tu as été là-bas et que tu as vu des gens, par exemple, comme Greg ou Arnaud, dont on va parler, qui sont des gens d'une intelligence rare. San Francisco, c'est un lieu où il y a une concentration de PhD au mètre carré qui est juste hallucinante, mais aussi d'une gentillesse. Est-ce que ça a changé un petit peu ton regard, en fait, sur ces gens derrière cette technologie qui, quelquefois, est un peu austère? Ouais, parce que moi j'arrivais vraiment comme un intello français, et il faut le dire, et comme un intello français de gauche, quoi. C'est la pire espèce existante. Il y a des intellos de droite en France? Non, il y en avait, mais ils sont morts. Plus, quoi, ils sont morts. Vous les avez tous Raymond Aron est mort, et donc c'est fini maintenant. Exactement. Voilà. Donc j'arrivais avec ça, avec une pensée technocritique très forte. Si vous avez Jordan Bardella. Ah oui, mais bien sûr. Ouais, c'est quand même un nouvel intello de droite, en fait. Quoi. Ouais, là, ça va être difficile quand même de le monter, même au niveau de. Ouais, ok. On va pas enchaîner là-dessus, ça va être très dur sinon pour lui. Mais non, ce qui était très fort pour moi, c'est de me dire, je voulais penser contre moi-même. Vraiment, je suis arrivé comme ça en me disant, Alain, tu arrives avec tous tes préjugés d'Européens, de penseurs. Moi, c'est la French Touch années 70, donc c'est Deleuze, c'est Foucault, c'est Gilles Châtelet, c'est Jean-François Lyotard, c'est tous les intellos ultra brillants qu'on a eu à cette époque, qui m'ont nourri, moi, qui m'ont construit. Donc j'arrivais, c'est Baudrillard, donc je cite beaucoup, et j'arrive avec cette vision-là, c'est Ivan Illich, c'est Jacques Ellul, enfin tous ces gens. Et je me suis dit, si tu viens déjà avec ton crible préétabli, avec tes préjugements moraux, éthiques, politiques sur ce que tu vas voir, tu vas pas te permettre
d'être décentré. Moi, je voulais être décentré. Voilà, je voulais être excentrique au centre du monde, comme dit Baudrillard si magnifiquement. Je l'ai repris en exergue. Et je voulais avoir cette excentricité et être déplacé. Voilà. Et Arnaud m'a déplacé extraordinairement. Il t'a retourné le cerveau. Ah, il m'a retourné le corps et le cerveau. C'est comme ça que tu dis dans ton Il m'a livre. obligé de repenser tous les rapports au corps tels que je l'avais moi imaginé, conçu, etc. Au début, j'ai fait la chronique, j'ai appelé ça le problème à 3 corps en faisant évidemment hommage à Liu Cixin. Et après, ça ne suffisait pas, donc j'ai fait le problème à 4 corps et j'ai essayé d'agencer ce décor, ce raccord, cet accord, etc. Chaque fois, en plus, c'est des néologies, c'est ORPS, donc bon, c'est le bordel. Mais il m'a obligé, il m'a forcé à penser. Ouais. Et ça, c'est extrêmement précieux quand quelqu'un t'oblige à rendre ta pensée vivante et à pas penser des choses que tu as déjà pensées et à les appliquer. Donc, parce que les deux, c'est vraiment... Tu venais avec quel préjugé? Je venais avec mes préjugés typiques d'homme de gauche, c'est-à-dire de dire on est dans un monde qui est le centre du monde effectivement, puisque et ça moi je l'assume, c'est plus Rome le centre du monde, il faut le dire, et c'est triste. Quand j'étais à Rome, je me suis dit avant c'était ça en fait le centre du monde. Maintenant c'est vraiment la Silicon Valley, c'est cet endroit qui fabrique notre monde quotidien, tout ce que vous avez dans les poches, toutes les applis que vous utilisez, tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes, etc. sont faits là-bas, construits là-bas, conçus là-bas. Donc je venais voir le centre du monde, je venais voir l'épicentre, hein, c'était ça Et en réalité, ouais, je sais pas, ouais, c'est quand même ce centre, mais l'anneau quand même, l'anneau. Moi, j'imagine Steve Jobs mettre le doigt dans l'anneau. Tu vois, pour moi, Steve Jobs, il est tout là-haut. Et de temps en temps, quand Dieu le regarde pas trop, il descend, il met son doigt, il met celui-là, hein, dans l'anneau comme ça, il le soulève et il le fait tourner et il accède à la totalité des données du monde entier. C'est le panthéisme de Steve Jobs, c'est magnifique. Mais il y a pas d'épicentre en réalité. C'est un état d'esprit. C'est ce que disait Hoffman, donc le PDG de LinkedIn. Il disait voilà, la Silicon Valley, c'est un mindset. C'est pas un lieu, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Et tu le comprends. Moi, j'ai cherché la zone tellurique, le cœur, mais il y avait pas de cœur. Mais voilà. Tu sais pourquoi il y a rien à voir? Parce que, en fait, la Silicon Valley n'invente que le futur. Et le futur n'existe pas encore. Ouais, c'est pas mal. Donc, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Nous, ce qu'on vend en Europe, c'est le passé. On vend Versailles, la Tour Eiffel, etc. Donc, on a plein de choses à montrer. Parce qu'en fait, ce qu'on a à vendre, notre produit, c'est le passé. Et donc, tu vas dans la Silicon Valley, il n'y a rien à voir. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a à voir n'existe pas encore. Bienvenue dans Sortie de Pitch. Sortie de Pitch, c'est le nouveau format de Silicon Carnet où on plonge au cœur d'un projet de start-up en 4 à 5 épisodes de 10 minutes. L'objectif, c'est de découvrir leur vision, leurs défis et leur parcours de l'intérieur. En ce moment, on parle de Enki, la start-up qui révolutionne le mobilier d'entreprise avec un modèle circulaire. Ils partagent avec nous les coulisses de leur campagne de crowdfunding en cours, leur ambition et leurs obstacles. C'est passionnant. Les premiers épisodes sont déjà disponibles sur la chaîne de Silicon Carnet. Alors allez-y. Allez, retour à votre épisode. Arnaud, tu savais que tu allais rencontrer un intellectuel de gauche quand tu l'as rencontré? Non, il n'aurait pas dit oui, sinon. Bah, tu sais, il a le rôle du woke. Il a le rôle du woke chez nous dans Silicon Carnet. C'est notre woke de service. C'est vrai. Non, mais justement, j'étais extrêmement impressionné parce que, évidemment, la réputation d'Alain le précédait. Et donc, quand Sabine, attachée culturelle du Consulat de France, m'a parlé de la venue d'Alain, j'étais évidemment extrêmement excité, impressionné. Et j'étais vraiment touché qu'Alain, malgré que ce soit un intellectuel, un grand auteur, eh ben, il est venu pour écouter. Ouais. Il est vu avec humilité. Ouais, et même, en effet, si j'ai un mode de vie, j'ai peut-être assez différent. Explique-nous, explique pour les gens qui ne savent pas, parce que nous on te connaît, parce que tu interviens régulièrement dans Silicon Carnet. Pour moi, tu sais qui tu es, quoi. Tu es un mec qui avale des pilules, qui a une sorte de plug anal connecté en permanence pour vérifier ton niveau de stress. Tu portes des bagues dont on ne sait pas, qui servent à quelque chose, quoi, oui, visiblement. Là, ce que tu portes sur toi, c'est pour détecter les ovnis. Exactement. Non. non. C'est une veste lestée, quoi, en fait. Exactement. Non, explique-nous ton quotidien pour les gens qui te connaissent pas et qui... T'es un biohacker, en fait, quoi. Oui, voilà. Je suis un biohacker. Le biohacking, c'est quoi? C'est d'utiliser les dernières technologies et les dernières avancées de la science pour optimiser sa santé, sa productivité, ses performances athlétiques et ses longévités. Donc, très concrètement, c'est vrai qu'il y a encore 5 ans, j'étais obèse, prédiabétique, j'avais un haut niveau de cholestérol, j'avais
pas forcément un bon. T'allais bon mourir, niveau. quoi. J'allais mourir. J'étais en, C'est ça. en état de mort De avancée. décomposition, quoi. En effet, à La 29 technologie t'a sauvé. À 29 ans, j'avais un âge biologique de 36 ans. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai un âge biologique de 29 ans. Donc, j'ai rajeuni grâce à la technologie. Et en effet, non seulement je suis plus obèse, mais je suis dans peut-être 1% de la population la plus saine au monde. Typiquement, avec un indicateur comme le VO2 max, qui est le volume d'oxygène que votre corps peut utiliser pendant l'effort. Je suis passé de 37 à 60. Donc, je suis passé du dernier tiers de l'humanité au 1%. Et j'ai fait 7 marathons celui de San Francisco, de Paris, New York. Et donc, moi, en effet, et aujourd'hui, je suis heureux et épanoui. C'est ce que j'allais dire, c'est que moi, je t'ai connu avant et t'étais pas heureux. Non, oui. Et aujourd'hui, moi, ça fait longtemps maintenant qu'on se connaît, qu'on vit l'un à côté de l'autre à San Francisco. Et c'est vrai, t'es vachement plus heureux, t'es vachement mieux dans ta peau. Et quand je dis que la technologie, quelque part, t'a sauvé, 100%. C'est exactement ça. C'est à 100%. Et surtout, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que Alain, justement, est venu en humilité et dans la chronique dont il parle de moi, il l'a écrite en bienveillance. Et c'est vrai que c'est la chronique la plus douce du bouquin, je trouve. Ah ouais, tu trouves? Je l'ai redurci après, quoi, parce que j'ai des potes qui m'ont dit, mais t'es trop sympa avec ce type, quoi. Franchement, il faut le défoncer, quoi. Et du coup, j'imagine. Je vois tes soirées, je vois les gens qui doivent. Et donc j'ai quand même inséré des choses sur notamment parce que comme on le disait tout à l'heure, le problème, c'est pas de vouloir optimiser sa santé ou d'essayer d'être en meilleure santé possible. C'est bien sûr que il y a très peu de gens qui ont accès à ça ou qui peuvent se donner les moyens d'avoir accès à ça. C'est-à-dire que nous, voilà, moi je suis européen, la santé c'est quelque chose de socialisé, c'est une santé collective, c'est une sécurité sociale qui marche quand même en France, hallucinant. Moi la première chose qu'on m'a dit là-bas, c'est que le Covid c'est 100 000 €. Un cancer du côlon, c'est 100 000 €. Tu vois, quand tu dis ça à un Français, il te dit non, le Covid, c'est 0 € pour moi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est quand même un truc de fou. Donc, la sécurité sociale, c'est quand même le Comité national de la résistance, c'est 45, c'est l'après-guerre, ça reste quelque chose de fabuleux. Et les Français qui sont là-bas, vous pouvez pas dire le contraire. Ouais. Quand vous avez vraiment un truc grave, vous revenez en France, vous faire soigner. Non, c'est pas vrai. Mais si, non, c'est vous pas vrai. mentez. Non, mais je vais rétablir une vérité là-dessus. Parce que c'est un truc que j'entends régulièrement. D'abord, on ne cotise plus à la sécurité sociale quand on est expatrié. Donc, on n'a plus droit à la sécurité sociale quand on rentre en France. Donc, Grégory Renard, il revient et il se fait soigner. Je sais pas comment il fait. Oui, mais parce qu'il doit avoir pris la caisse des Français. Je l'ai balancé, c'est horrible ce que j'ai fait. Je l'ai balancé. Non, c'est bon. Alors, non, il fait pas ça. Je pense qu'il est en illégalité. Mais normalement, on n'a plus droit, on ne cotise plus, donc on n'est plus à la sécurité sociale. Donc nos droits sont déchus en tant qu'expatriés. Quand tu as une carie, moi, je rentre à San Francisco, à Paris, en France, pour me faire changer une dent. Parce que changer une dent à San Francisco, c'est 8 000, 10 000 $. Et que pour 8 000 ou 10 000 $, je me paye le voyage et je reviens et je paye ici 1 500 balles ou 2 000 balles pour me faire changer une dent. Si j'avais un cancer, je suis pas certain que je rentrerais en France. Ah ouais. Je pense que j'irais à UCSF, qui ont des traitements et des protocoles qui sont beaucoup plus avancés. Et on a quand même une couverture santé qui coûte horriblement cher. Je paye 3 000 balles par mois pour moi et ma famille, hein. Bien sûr. Mais on a aussi des salaires en conséquence. On n'a pas non plus les mêmes salaires. Mais Kevin, je pensais pas que j'allais poser cette question-là. mais ça tombe bien qu'on en parle. Non, en fait. Parce que tu veux en parler ou pas? Ouais, on peut en parler. Non, mais c'est vrai que tu as une couverture santé là-bas qui coûte extrêmement cher. Et dans ce sens-là, elle est inégale au plus haut point. Mais par contre, une fois que tu es bien couvert, t'as comme ta voiture, tu vas avoir un maximum que tu vas payer et le reste, c'est pour l'assurance. Ouais. Donc après, c'est vrai qu'il y a... Et la limite devient comme la sécurité sociale en France, c'est qu'il va y avoir les choses qui sont pour ta santé et ta survie, et puis il y a les choses qui sont purement esthétiques ou qui n'ont pas forcément un grand bénéfice pour toi, où là tu vas de toute façon devoir payer, comme en France de l'autre côté. Donc au final, c'est juste que le truc a été privatisé. En étant privatisé, il est beaucoup plus cher. Ça, c'est clair. Il est beaucoup plus cher. Il n'est pas donné à tout le monde. Mais le service souvent est quand même incroyable. Ouais, incroyable. Et surtout, vu qu'on est habitué à payer pour sa santé, on est prêt à investir pour éviter de tomber malade. Et donc, du coup, tu n'auras pas de cancer, puisque avec les protocoles de biohacking et d'épigénétique qu'on va avoir ensemble, et ben, du coup, tu vas éviter de tomber malade en premier lieu. Donc,
il y a aussi les avantages de ce système-là, même s'il n'est pas parfait. Il hallucine. Ouais. Il est en train j'hallucine. d'halluciner. Mais non, tu peux pas dire ça avec de gauche. C'est pas Non possible. non mais tu sais. Non, Alain, mais ce qui est extraordinaire en France, voilà, c'est la capacité à soigner quel que soit ton niveau de richesse. Et ça, c'est magnifique. Voilà, tu peux pas dire que c'est pas magnifique. Non, moi, je pense que là, le modèle de santé en France, il est beau. Mais typiquement, Quand il par marche. exemple, je reviens là-dessus, sur le droit au génome. Aux États-Unis, en effet, on peut faire son séquençage complet du génome pour moins de $500. Vous pouvez pas le faire en France, même si vous voulez. Même si vous voulez mettre 10 000 euros, vous n'aurez pas. Parce que pour des raisons bioéthiques, pour éviter de l'eugénisme, etc., on vous interdit d'avoir accès à votre propre génome, le code source de votre santé, de votre biologie. Et le futur de la médecine, c'est aussi la médecine génomique, de comprendre votre génome avec des IA, etc., de déterminer en effet quelles maladies vous êtes susceptibles de générer et comment les prévenir. C'est aussi ça la médecine du futur, c'est la médecine de prévention. Et donc, en effet, peut-être ce test génétique à $500, il va peut-être m'éviter de choper un cancer qui va coûter à la société ou à mon assureur des milliers de dollars. Et donc, c'est vrai que parfois, et même en France, est-ce que c'est uniquement des questions bioéthiques ou est-ce que c'est, si on doit faire $500 pour 66 millions de personnes, ça coûte cher. Alors, ça peut coûter cher d'entrée, mais ça peut faire des économies plus tard. Mais c'est vrai que le modèle étant, c'est peut-être aussi un obstacle à ce type de santé-là. Donc, il n'y a aucun modèle parfait. Peut-être qu'il y a un peu des meilleurs de deux mondes des deux côtés, mais voilà, c'est aussi... Non, mais il y a un modèle beaucoup plus égalitaire en France qui donne accès à une médecine à tous. Et ça, il n'y a rien à dire en fait là-dessus. Mais je voudrais qu'on rentre dans le bouquin. Parce que j'ai toujours pas commencé mon interview, hein, en fait. Mais je vais te citer parce qu'il y a des phrases que tu dis que je trouve super intéressantes et je voudrais te challenger là-dessus. Il y a une citation dans ton livre qui dit que ce qui manque furieusement à notre époque, c'est un art de vivre avec les technologies. Quand j'ai lu ton livre, j'ai eu un sentiment d'une sorte de nostalgie incessante, comme si ce qui s'offrait à nous était forcément moins bien que ce qu'on quittait, quoi, en fait. J'ai un peu ce sentiment-là. Et ça me fait penser à ce philosophe et ce physicien Klein que tu connais certainement, qui explique que la France a un problème, elle a renoncé à sa capacité d'émerveillement. Et qu'elle ne parle d'ailleurs que d'innovation, elle ne parle jamais de progrès. Alors que nous, aux États-Unis, on parle de progrès. Et dans le progrès, l'origine du mot progrès, c'est progresser, c'est comme une armée qui va conquérir un territoire nouveau et qui, bien évidemment, va perdre des troupes dans son avancée, dans cette progression. Et je me demandais parce que je trouvais ça presque réac, quoi, en fait, ce côté un peu nostalgique, et que je me disais justement que, pour moi, la gauche qui suis un enfant de la gauche, j'ai l'impression qu'on est devenu, avec une gauche aujourd'hui hyper réac, et c'est maintenant la droite qui incarne un petit peu cette notion d'avancée, de progrès. Non, mais la droite, elle incarne absolument rien de positif. Elle incarne un libertaire, une conception libertaire complètement relâchée, extrémiste, détruisant tout, quoi, les services publics, tout le système de soutien collectif, que ce soit le chômage, la sécurité sociale, les hôpitaux, la santé, tout ce que tu veux. La droite, elle incarne juste le fait on enlève absolument tous les systèmes de barrières pour que les ultra-riches fassent encore plus de fric. C'est tout ce qu'ils défendent. Il n'y a rien d'autre, quoi. Tu vois, la gauche, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, beaucoup plus exigeant dans le rapport collectif. Moi, en tout cas, sur la nostalgie. Ouais, sur la nostalgie. C'est très intéressant, la nostalgie, parce que moi, je crois pas. J'ai très peu d'affect nostalgique. Il y a la phrase qu'ils ont repris, malheureusement, au Seuil, la matérialité du monde est une mélancolie désormais, qui est une phrase très très nostalgique, peut-être très jolie. Mais moi, je suis pas trop là-dessus. En réalité, moi, ce qui me désespère, c'est qu'on est des barbares du numérique. On est des barbares des réseaux. C'est-à-dire que on a pris un tsunami d'accélération technologique extraordinaire en 30 ans, depuis, on va dire 95 et l'émergence d'Internet grand public. On s'est pris la vague des réseaux sociaux, on va dire, 2005, 2006. On s'est pris le smartphone. L'objet nomade totalitaire, hein, celui qui réunit et rassemble la totalité de ce qu'on est sur un rectangle de 5 par 10. Et on arrive sur le tsunami le plus haut que tous les surfeurs aient jamais affronté, qui est l'IA arrivant dans nos vies, dans nos travaux, dans notre rapport au monde, etc. Ce truc-là est arrivé à une vitesse dingue.
On n'a éduqué personne, d'accord? Ils nous ont balancé une par une les technologies sans qu'on ait absolument Un rythme effréné. sans qu'on ait la capacité fondamentale de métaboliser ces technologies. Ouais. D'accord? C'est pour ça que j'ai une fascination pour Grégory Renard, par exemple, parce que il fait partie des très rares, et c'est même pas les 1%, là, c'est 1 pour 1000, 1 pour 10 000 personnes qui sont capables de métaboliser, d'utiliser. Il fait ses revues de presse avec ses bots le matin, il les utilise pour construire sa vie, son quotidien d'une façon optimale et d'une façon très belle. Il se libère et il s'émancipe par la technologie. Nous, on est soumis, on est consentants, on n'a pas appris, on ne nous a pas éduqués. L'éducation nationale n'a absolument pas fait son travail, mais surtout, les multinationales n'ont pas fait le boulot. Nous-mêmes, on n'a pas fait le boulot sur nous-mêmes. En tant que parents, on n'a pas fait le travail. Je veux dire, tu regardes les gens autour de toi, même les bobos que moi je côtoie, etc. La seule chose qu'ils savent faire, c'est dire à leurs gosses, tu peux regarder telle série télé, mais pas telle autre. Tu peux regarder tel long métrage, mais pas tel autre. On va pas regarder de façon synchrone la télé, on va faire de la consommation asynchrone de l'audiovisuel. Donc ils interdisent. Ils interdisent, ils bloquent, ils choisissent, hein, là-dessus ils arbitrent. Allez, on va dire, sur la littérature et l'audiovisuel, ils arbitrent. Le reste, sur des choses beaucoup plus fondamentales dans la construction des gamins, le jeu vidéo, ils sont incapables de dire tel jeu est intéressant, il va développer tes capacités d'apprentissage, la courbe d'apprentissage de ce jeu, elle est intéressante, le gameplay il est intéressant, tu vas développer tes capacités de spatialisation, ton imaginaire, joue à Zelda, machin, et joue pas à l'horreur genre 2048 ou Angry Birds ou tous ces trucs-là. Ok, c'est-à-dire joue pas à des jeux qui sont sur des boucles dopaminiques, etc. Quels parents, est-ce que dans votre environnement, peut-être dans la Silicon Valley c'est le cas, ce serait intéressant de le savoir, quel parent fait ce boulot-là de discriminer les jeux qui te déploient, qui t'ouvrent, qui t'enrichissent, qui développent tes capacités cognitives, des jeux qui sont en train de te bousiller sur des divertissements débiles. J'en connais pas, dans mon environnement, j'en connais pas. Mais... D'accord? Réseaux sociaux, même chose. Moteur de recherche, même chose. Utilisation des services en ligne, même chose. Tu vois? Qui t'apprend à utiliser Pinterest? Qui t'apprend à utiliser personne? Ok? Donc, moi, c'est ça. C'est pas une nostalgie, c'est pas être réac, c'est de dire, on nous donne des outils qu'on n'a pas appris à utiliser et on n'a pas appris la maîtrise et l'émancipation par ces outils. Mais peut-être donc quand je dis un art de vivre avec la tech, c'est vraiment ça profondément mon message, c'est de dire, il faut trouver cet art de vivre et pour le trouver, il faut donner aux enfants et aux adultes aussi la capacité de s'émanciper par la tech et pas de subir les interfaces, les applis et la maximisation. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? On le sait. Ils ont designé la dépendance. Je veux dire, toutes ces plateformes, leur boulot numéro 1, ils prennent des behavioristes, des comportementalistes, des psychologues, ils prennent des sociologues, etc. Et ils maximisent la dépendance qu'on a aux plateformes. Donc, on est face à des pages extraordinairement bien faites pour maximiser cette dépendance. Donc, ils ont créé des machines d'auto-aliénation, d'auto-addiction. Et aujourd'hui, on n'est pas face à un pouvoir vertical ou machin, on est face à un pouvoir qui maximise l'auto-addiction. Mais comme le supermarché, comme la publicité, comme la télévision. Mais je veux dire, on t'apprend un tout petit peu quand même à te dire dans le supermarché, effectivement, les produits, quand on les met à niveau, tu sais que c'est pour les prendre, etc. Il y a quand même une prise de conscience. Sur la télé, il y a une éducation à la télé. Je veux dire, le club de Bourdieu, enfin, on va pas parler de Bourdieu, machin, mais on t'a éduqué à dire la télé, attention, c'est des systèmes de manipulation. Là, qui t'a éduqué? Je veux dire, moi, quand je vais dans des salles, je dis, vous connaissez le Skinner, le comportementaliste, vous connaissez la boîte de Skinner, vous connaissez la rétribution aléatoire qui est au fondement de la plupart des applis et qui fait que l'addiction est d'autant plus forte que l'attribution est aléatoire. Je demande aux gens de lever la main, alors peut-être qu'il y a des gens qui le savent ici. Généralement, j'ai une main qui se lève dans une foule comme ça. Or, c'est une des clés de manipulation comportementale. Tu peux pas te libérer, t'émanciper de la tech si tu connais pas la boîte de Skinner. Enfin, moi, je considère. Et c'est ça. Et si j'ai une nostalgie, c'est une nostalgie de l'effondrement du travail éducatif autour de ces outils. Voilà. C'est intéressant. Je me posais la question parce que tu vois, tu as été désarmé dans l'écriture de ton livre par le golem Grégory. Tu parles de l'artisan et tu as une fibre qui résonne avec lui, je pense, parce que tu es un artisan des mots, là, tu es un artisan de la tech. Arnaud, d'une autre manière aussi, t'as désarmé. Et quand j'entends ton discours, c'est un discours de consumer, de consommateur, pardon, l'anglicisme, de consommateur de cette technologie. Ouais. Est-ce que dans la vallée, au final, tu te retrouves pas? Parce que moi, c'était vraiment mon impression. On est à un endroit où il y a des makers qui mettent deux piles ensemble, un câble au milieu, et puis regardent ce que ça fait, et puis tiens, ça fait quelque chose. Et pour moi, c'est désarmant. On crée des choses qui ont un impact gigantesque à travers le monde, certes, mais évidemment, au moment où on le fait, on n'a pas forcément l'ensemble de la vision de ce que ça va devenir. Mais je crois que tu touches un point même hyper important, c'est-à-dire que je pense que l'enthousiasme, les affects, c'est super important. Moi, ce qui m'a plu dans la Silicon Valley,
c'est un affect positif d'optimisme. Effectivement, le sentiment d'alimenter un progrès. Moi, je trouve ce progrès aberrant sur plein d'aspects, etc. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de progrès. Il y a des choses qui sont vraiment utiles et notamment sur la santé, qui sont. Mais par contre, l'enthousiasme vient de là. C'est qu'il y a une maîtrise. C'est que vous faites. Enfin, quand je dis vous faites, c'est les gens de la Silicon Valley, ils font. C'est les makers. Ils tentent, ils essayent, ils expérimentent. Mais tout le monde peut faire. Ils se plantent, etc. En France, Ouais. nous, on tente pas. Non. Nous, on consomme. Moi, je suis un consommateur, comme Ouais, tu dis. mais- J'ai une position de consommateur, mais comme 99,5% des gens. Et c'est ce qu'on subit, et c'est ce que les populations subissent. Les gamins, moi, ma fille, elle subit. Elle subit les interfaces d'Apple, elle subit les interfaces de tablette, elle subit les applis, elle subit le fonctionnement de Pinterest, Insta, de tous ces trucs-là. Et c'est tout. Tu vois? Mais prenons, tu vois, Donc la vague vous d'AI avez la dont tu chance parlais. d'être à l'endroit où ça se fait, vous avez le bonheur de le faire, vous avez le plaisir d'être en plus dans l'avant-garde, et l'enthousiasme il vient de là. Mm. Mais nous, Français, on subit. Mais c'est ça qui est On bizarre. subit leur futur. Tu On parles subit de la leur futur, vague. tu vois. Tu parles de la vague d'AI qui arrive et le manque d'éducation. Mais je crois que les gens qui la construisent découvrent en même temps ce que ça fait, sont Ouais. eux-mêmes étonnés de ce que ça fait. Il n'y a pas le temps de faire de l'éducation. Et si on regarde un peu ce genre de conversation multipliée, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont une opinion sur l'intelligence artificielle qui ne la testent même pas, plus que 30 minutes de chat GPT pour voir ce que ça donnait et puis passent à autre chose. Donc l'éducation passe aussi juste par le fait, avant même de le faire, au moins de l'utiliser, comprendre dessus, réfléchir dessus. Et je ne sais pas si ce genre de discours, se mettre en consommateur, et on nous envoie ça, plutôt que de dire, bah, essaye-le, tords-lui le cou, essaye de voir ce que tu fais quand tu le branches avec ça. Abandonne-le. Oui, Abandonne-le. mais- Personne abandonne-le, nous quelque oblige chose. à Ouais. être sur Facebook. Bien sûr, mais pour ça, c'est comme dans tout domaine. Ouais. Quand t'es un gamin de 12 ans, 10 ans, etc., si on t'a pas appris, si ton père te dit pas, ta mère te dit pas, ou un pote te dit, attends, je vais te montrer comment on utilise ChatGPT, je vais te montrer comment on utilise Claude, donc voilà. Et on va bidouiller et on va tester le truc. Si tu le fais pas, moi je le fais, mais parce que, voilà, ça m'intéresse, c'est des trucs. Et vous le faites parce que c'est votre métier, c'est votre cœur d'intérêt, c'est votre, vous êtes à la Silicon Valley, vous êtes à San Francisco pour ça. Enfin, tu vois, parce qu'il y a une fascination. Donc, vous n'avez pas de mérite, mais votre boulot, il devrait être de pousser l'éducation nationale, de pousser dans des assos, que ça peut être des assos, ça peut être des ONG, ça peut être, il y a plein de façons de le faire, cette éducation. Moi, je crois pas à l'éducation étatique, centrale, machin. Je pense que ça doit être plus ouvert et plus libre que ça. Et c'est peut-être les gamins qui devraient éduquer les parents, etc. Mais pour qu'ils puissent éduquer les parents, il faut aussi qu'il y ait des assos, qu'il y ait des mouvements. Et ces mouvements, moi j'en ai vu en Suisse par exemple, mais je sais pas s'il y en a beaucoup aux States. Greg Runner, voilà. justement, il a une initiative qui s'appelle Everyone.ai qui va justement être sur l'éducation pour les développeurs sur, en effet, designer des expériences, des solutions qui soient bonnes pour les enfants. Ouais. Mais là où C'est la ton œuvre- femme de Grégory Renard, d'ailleurs. Exactement. Et il est Ah. très impliqué, d'ailleurs. Exactement. Et donc, Ouais. du coup, c'est vrai que ton œuvre est hyper utile justement pour prendre du recul, mais justement, et on l'a décrypté dans Silicon Carnet, Facebook, etc., ça a pris une dimension beaucoup plus importante et des effets collatéraux que Mark Zuckerberg lui-même ne pouvait pas anticiper, et ça leur a explosé à la gueule. En effet, tu as raison. Et donc, on l'a décrypté dans Silicon Carnet. Un Sal Matman, il a compris ces risques-là, parce que tous les patrons de la tech sont passés devant le Congrès, devant le Sénat. Où ils se sont excusés, ils ont Exactement. fait. Ah, c'est très américain, ça, c'est faire ces excuses en public devant la plèbe, comme ça, ils adorent faire ça et on les absout, quoi. Et donc maintenant, il se ouais. pose en philosophe pour se dire non, mais on est en train de réfléchir aux conséquences de l'AI sur vous. Mais en effet, on découvre en marchant. Et donc, Et pire encore sur l'IA que tout ce qui a eu lieu avant. Pour 100%, moi, hein. ça va plus vite et c'est plus important. Le problème est la vitesse. Tu parlais de la télé, c'est quelque chose qui s'est fait pendant très longtemps. Là, l'IA, on se prend en un an des progrès absolument gigantesques. Qu'est-ce que tu penses de Tesla et des véhicules électriques? Pure aberration écologique, quoi. Ok. Pure aberration. C'est-à-dire fausse solution par excellence pour moi, Ok. tu vois. Vas-y. Parce que évidemment, les terres rares que ça utilise avec les batteries de 600 kilos, c'est totale aberration. Capacité de recyclage très faible, coût de fabrication en termes d'empreinte carbone monstrueux. C'est typiquement la mauvaise solution. Enfin, tu vois, et il faut aller évidemment vers les mobilités douces, le vélo, la marche, etc., limiter au maximum ces trucs-là. C'est typiquement l'idée qu'on veut pas arrêter de rouler, on veut pas arrêter de se déplacer individuellement dans cette espèce de fausse liberté de déplacement. Donc, aberration totale pour moi, tu vois, comme les voitures autonomes, aberration totale, challenger ça écologiquement, quoi. Je ouais. peux challenger ça? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ce bénéfice écologique dont tu parles, effectivement, sur la construction du véhicule, il est aberrant. On est d'accord. Mais la durée du véhicule est colossale comparée à un véhicule normal
qui est changé en règle Moi, générale. tu vois, j'attends de voir ça, vraiment. Tu vois, Ah bah, on n'a pas moi, beaucoup de recul. Écoute, j'ai une Tesla depuis 8 ans. Ok? Moi, tu sais, j'ai une Dacia thermique depuis 12 ans. Hein. Et j'ai un scooter. Oui, mais t'as certainement, depuis 12 ans, t'as dû certainement aller un paquet de fois chez le garagiste, rajouter un paquet d'huile dans ta bagnole, etc. Alors que moi, en 8 ans, je n'ai changé que les pneus de ma Tesla, une fois. Donc, tu vois, il y a cette vision un petit peu. Et quand tu dis, moi, on va revenir dans la deuxième partie qui est très politique, qui va être un peu plus politique. Tu dis, il faut que les gens reviennent à une mobilité douce, le vélo, etc., etc. Quand je reviens à Paris, tous mes potes, qui sont aussi des bobos de gauche, etc., tout ça, ils me disent, ouais, mais moi, tu comprends, j'ai plus de bagnole, je prends le vélo, etc. Parce que le métro, tu comprends, c'est dégueulasse, ça marche pas, il y a une insécurité incroyable, etc., etc. Mais je lui dis, mais quand est-ce que tu prends le métro, toi? Jamais. Jamais. Ouais. Et parce qu'ils ont le luxe de pouvoir prendre un vélo, parce qu'ils vivent dans les beaux quartiers, entre eux, quoi, en fait, etc. Mais les gens qui vivent à l'extérieur, et c'est ce qu'on est en train de voir, justement, cette Amérique qui s'est réveillée avec le sursaut de Trump, etc., c'est ça ce qu'elle dit, en fait. Elle dit, mais moi, je peux pas prendre mon vélo. Moi, je suis dans le RER. Et les gens qui considèrent, eux, qui sont soi-disant progressistes, etc., ne vivent jamais avec les gens dans le RER, en fait. Ne les fréquentent plus. Non, mais c'est surtout un problème d'urbanisme. Je veux dire, Paris, c'est une ville médiévale. Tu traverses Oui, Paris oui, ouais. en une demi-heure à vélo. Enfin, tu vas plus vite à vélo. Moi, j'ai tenté des gares de Lyon, gare Montparnasse. Le véhicule qui te permet de le faire le plus vite possible, c'est le Vélib, quoi. Ouais, Point à ça, la c'est ligne, sûr. tu vois. Ouais, ça marche. C'est plus rapide que le taxi, que le bus, que tout, tu vois. Mais parce que c'est une ville médiévale, c'est très compact, en fait. Tu vas pas faire ça pour aller de San Francisco jusqu'à Silicon Palo Valley Alto. à vélo, Ouais. ou alors t'es très fort. Ouais. Si, je pense qu'Arnaud, il peut le faire. Arnaud peut le faire. C'est le seul. Bon, on va passer à la deuxième partie. C'était super sympa. Merci Arnaud et Kevin de nous avoir accompagnés. On les applaudit. Suivez le biohacker, suivez Kevin, le petit beurre de Nantes, le petit beurre tech de la Nantes, de la West Coast française, Nantes. Et j'ai un invité spécial pour cette deuxième partie. Vous le connaissez si vous écoutez Silicon Carnet. On a la chance d'avoir parmi nous El Professor. El Professor, Vater der Papa, jetzt kümmert das Money. Wenn bist du schon, jage das Mullah, es duftet nach Honey. El Professor. Et je vous demande aussi d'accueillir Fabrice Epelboin. Bienvenue Fabrice. Je peux dire un truc? Bah bien sûr. J'ai 3 aveux. 1, ma Tesla s'appelle Alfredette. Alfredette. Ma tondeuse électrique s'appelle Alfred. Et je suis de droite. Bon, ok. Fabrice Epelboin, le El outing. Professor, qui a vécu très longtemps aux États-Unis, à San Francisco. On a fait plein de choses ensemble. Tu as décidé de rentrer en France. C'est bien. C'est vraiment de droite. T'es content? C'est vraiment de droite. T'es content de ton retour? Ça se passe bien? Enfoiré. Ouais, je suis content. Le fromage est bon et tout, c'est super. Écoute, la France va très mal, oui, c'est clair. C'est pas extraordinaire. Mais voilà, je suis rentré. C'était un choix entre ma femme et ma vie là-bas. Donc j'ai choisi ma femme. Wow. C'est noble, non? On applaudit El Professor, qui est rentré par amour. Ah, ça fait 4 révélations, on est d'accord. Ouais, ça fait 4 révélations. C'est Quoi, en vrai, fait, 4 hein. révélations. Et ta femme est de droite aussi. Hein, donc, 5. ça fait 5. On est majoritaire, je vous rappelle. Hein. Alors, Fabrice Epelboin, enfin quelqu'un de gauche. Non, on peut plus des Non. masses. De moins en moins, hein, j'ai l'impression. Non, vu la gauche actuelle, non, je peux pas, non. Ouais. Je Fabrice pas de droite pour Epelboin, autant, mais c'est le Daft Punk. Tu formes un duo. Je vous appelle les Daft Punk de la tech avec, Daft Punk de la tech. avec ouais, Damien Douany. Vous avez ce podcast, Les Éclaireurs du numérique. Alors, ce qui est très intéressant, Fabrice, c'est que toi, tu n'as pas renoncé à éduquer les politiques au monde de la tech. Vous faites même des conférences. Non, on doit être les derniers. Sincèrement, moi, très honnêtement, je te le dis, d'abord, ils payent pas, donc j'y vais pas. Pas s'ils payent, mais c'est pas. Ouais. Ça se passe. Mais vous faites des trucs au Sénat, devant des sénateurs, Ouais. et vous essayez de... Au Sénat, à l'Assemblée, on l'Assemblée. fait de l'enseignement, des workshops, des. Ouais, ok. C'est pisser dans un violon, dans un cadre absolument extraordinaire. Et ça fait plaisir. Ça s'applaudit, ça, je pense. Bon, les gars, vous avez entendu la première partie de notre conversation. Je sais que toi, tu es un énorme fan de Alain. 34e ordre. Ouais. Respect. Super, Ouais. super bouquin, super BD.
Un grand bédéphile, super, très poétique. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette première partie de notre conversation, Fabrice? Je trouve toujours fascinant de se faire confronter des cultures. Effectivement, ce voyage dans la Silicon Valley, ce qui voudrait, à mon avis, le coup de le refaire, parce que là, il y a quand même eu un shift avec Trump et il y a une relecture encore à faire. Mais la confrontation des cultures, ça donne toujours des choses intéressantes, surtout quand c'est la technologie avec quelque chose d'autre de plus touffu, de plus ancien, avec plus de références, qui vient jeter un œil sur la technologie. Pierre? Ça va, vous allez bien? Moi, je suis un peu surpris par le côté il faut responsabiliser les gens de la tech à comment on utilise la tech. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que chacun est responsable, que c'est pas l'éducation nationale de nous apprendre comment utiliser la tech. C'est plus à la famille, c'est plus à chacun d'entre nous. Ça, c'est un vrai discours de droite, tu vois. Voilà, c'est ça, la droite. Je t'ai dit, Alain. L'éducation nationale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils existent, hein. Ils sont Nous, on là. croit Ils sont encore à parmi l'État, nous, quoi. tu vois. Ouais. Donc, je le déplore. Moi, je vis avec eux, tu vois. En tant que j'ai fait partie des jeunesses communistes révolutionnaires, quand même, Alain. Donc, tu vois, moi, j'ai passé mes vacances en RDA. C'est assez bien. Je côtoie des gens de droite, ça m'arrive, quoi, en fait. Et voilà, il faut. Et donc, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que la tech, je suis pas un accélérationniste au sens il faut tout prendre de la technologie. Non, mais toi, tu es un chevènementiste, hein, je te l'ai Pas dit. du tout, absolument pas. Mais je pense qu'on peut pas. Pour moi, je vais te le faire clair. Il y a parce qu'on va parler politique, donc je vais commencer comme ça. Il y a une chercheure à Harvard qui avait expliqué ça de manière très claire. Elle disait en fait, pour qu'une société fonctionne, il faut 3 choses. Il faut des entrepreneurs qui créent de la valeur. D'accord? Il faut en faire des modèles. Xavier Niel est un modèle en France, il faut en parler. Ces gens créent de la valeur. Ensuite, il faut un État qui a pour objet de réguler cette valeur pour que cette valeur soit répartie, sociale, qu'on ait un système régalien avec des hôpitaux, avec des écoles, etc. Et il faut des contre-pouvoirs, et des contre-pouvoirs, il y en a 3 qui étaient cités, c'était les syndicats, très important. Si j'étais en France, je rendrais le syndicalisme obligatoire, ça éradiquerait la CGT, ça serait merveilleux. Tu vois, il n'est pas tant de droite que ça, tu vois. Non, justement, je suis comme IG Metall en Allemagne. 2, il faut une justice. La justice est un contre-pouvoir à l'État. Et il faut des journalistes, il faut des médias. Et donc, si tu as les 3 entités qui fonctionnent de manière cohérente, tu as une démocratie qui marche. Quand on regarde la France, tu as raison, on est dans la merde. On n'en est pas là du tout. Mais donc, si tu veux, moi, je suis pas du tout dans le système qui consiste à dire les entrepreneurs, c'est des capitalistes, c'est des salauds, ils vont à fond. Ils font des choses. À un moment, l'État doit leur dire ça, t'as le droit, ça, t'as pas le droit. Ça s'appelle un État de droit, d'accord? Ça s'appelle des lois. C'est comme ça qu'on régule. Et c'est à ça qu'on doit veiller en tant que citoyen. Mais aux entrepreneurs d'innover, aux entrepreneurs d'inventer, à eux de changer le monde. C'est important. Et s'ils deviennent riches avec ça, tant mieux pour eux. J'ai pas de problème, moi. Est-ce que tu n'as pas l'impression, Alain, après ce voyage dans la Silicon Valley, moi, un truc que j'explique dans cette différence culturelle qui, moi, m'intéresse énormément. J'aime les 2 cultures. Et j'ai l'impression que la France et l'Europe en général est clairement dictée par la morale. Et c'est pour ça qu'on est toujours en retard et toujours parce que c'est dur de répondre à la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Ça demande du débat, ça demande à réfléchir. Ça demande énormément de temps, bien sûr. Ça demande énormément de temps et on est face à un accélérationnisme qui ne nous laisse pas le temps de déterminer si ce qu'on est en train de faire est bien ou mal. Et c'est vrai que les États-Unis finalement sont drivés par le legal, par qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Je donne un exemple. Les cartes bleues, les cartes de crédit aux États-Unis, c'est complètement amoral. Clairement, ça met des gens dans des situations financières absolument déplorables. Ouais, mais c'est légal. Et donc, les États-Unis disent, bah, on y va à fond, etc. Est-ce qu'on n'est pas dans ce schéma-là de pensée? Est-ce que tu as senti quelle était la place de la morale? Tu as senti une place morale, en fait, dans ton voyage à San Francisco? Alors, ou est-ce que tu t'es dit non, c'est complètement amoureux? Ça c'est biaisé par les Français que j'ai rencontrés. J'ai rencontré beaucoup de Français qui eux sont dans ce. Ouais, et tu sens que la dimension éthique, morale, elle est là quand même en arrière-plan. Tu vois, j'avais quelqu'un qui bossait sur les capteurs intestinaux, etc., qui disait voilà, de toute façon c'est la tech qui lead ce qu'on fait, c'est les possibilités de la tech qui le lead. On réfléchit après, on met les comités d'éthique après, bien trop tard. Et de toute façon, très honnêtement, il disait on n'a aucune approche réellement éthique ou politique de ce qu'on fait. Ouais. On sait que ça marche, on sait qu'il y a un marché, on sait que ça peut générer du fric, on y va, tu vois.
Et tu peux pas, moi je suis pas d'accord avec ce qu'il dit évidemment, tu vois, tu peux pas l'idée une société avec l'idée que les entrepreneurs font du fric et que ça tire toute la société. Je veux dire, il y aura jamais, et il faut le dire très clairement, il y aura jamais de marché pour la pollution, il y aura jamais de marché pour éduquer les gens en fait à l'émancipation. Mais Il n'y a aucun intérêt pour aucun Toyota est pouvoir. numéro 1 parce qu'ils ont Non. fait une voiture écologique. Je suis désolé, la Prius a rendu Toyota numéro 1 parce qu'elle était écologique. mais L'écologie peut être économique. Ouais, t'as des moments où t'as une conjonction effectivement entre l'économie et l'écologie, c'est vrai. Mais t'as plein de cas où le marché existe, il est dégueulasse, il va polluer la planète et on le fait parce que ça ramène du fric, tu vois. Et qu'il y a des choses qui n'ont pas de marché. Je veux dire voilà. Et quand ça n'a pas de marché, s'il y a des solutions, enfin en tout cas il y a des problèmes humains qui n'ont pas de marché et donc dans ce cas-là, toute la plus belle Silicon Valley du monde va pas aider à les résoudre, tu vois. Je veux dire, l'habitabilité de la Terre, le fait que la Terre reste habitable, en vérité, il n'y a pas de marché pour ça. On s'en fout, tu vois. On s'en fout, ça gêne pas de marché. Ce qui gère de marché, c'est de faire des SUV, c'est de faire des Tesla, c'est de faire des choses qui vont... voilà. Donc si tu veux, si tu te contentes de dire, laissons l'innovation faire, ça va tirer la société, ça va créer de la valeur, ensuite l'État, il régule un peu en arrière-plan, et c'est bon, bah non, ça marche pas. Et on le voit que ça marche pas. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'on arrive à défoncer la Terre, c'est tout. Aujourd'hui, on défonce la Terre avec les 8 milliards qu'on a. Et puis, on en a encore pour peut-être une centaine d'années. Mais une fois que ça sera bien défoncé, tu pourras reparler d'innovation, de solutionnistes techno, etc. Ça sera défoncé. Voilà. Et donc, à Bandé, il faut réagir, quoi. C'est Fabrice, voilà. il parle de technosolutionnisme, et on voit bien qu'il pointe du doigt Alain pointe ce technosolutionnisme, en tout cas, il n'y croit pas à ce technosolutionnisme. Est-ce que notre société aujourd'hui elle est divisée entre deux camps? D'un côté, effectivement, la Silicon Valley qui incarne ce technosolutionnisme avec un Musk qui en est le fer de lance. De l'autre côté, et j'entends les intellectuels français critiquer énormément ce technosolutionnisme, il y a de l'autre côté un techno-autoritarisme qui... la Chine en est le parfait exemple. On en est le parfait exemple. C'est pas la peine d'aller en Chine. Et voilà, et en Europe, et avec toute cette réglementation, on en est aussi l'exemple. Ton point de vue là-dessus sur le discours, est-ce qu'il existe une troisième voie entre ce techno-solutionnisme? Je vais te faire très très mal. Tu vas me faire mal. On est en plein techno-autoritarisme. On est dans un système où les flux d'informations sont complètement contrôlés, les citoyens sont totalement surveillés. Les plus avertis se sont éveillés au moment de Snowden, ou pour vraiment ceux qui sont très avertis, Assange. Et puis il y a une myriade de choses qui normalement auraient dû avertir des citoyens bien informés. Vous n'êtes pas du tout bien informés. Et potentiellement, on a deux voies. Là, soit on s'enferme vers la Chine, la Corée du Sud, très avancée, beaucoup plus avancée que nous, et même que les Américains, d'un point de vue technologique, a basculé. Ce n'est plus une démocratie depuis maintenant 2 heures. Comment ça? Je suis désolé, on m'a pas prévenu, moi. Il s'est loi passé quoi? martiale, interdiction de toutes les activités politiques, fermeture de l'Assemblée nationale. Finito la democracia. Donc, et c'est vraiment probablement la nation la plus avancée du monde d'un point de vue technologique et d'un point de vue appropriation par la population des technologies, notamment des technologies sociales. Donc c'est pas n'importe quoi la Corée du Sud. C'est aussi la première nation démocratique à l'époque à se faire pirater ses élections par une manipulation sur les réseaux sociaux. 2012. Bien avant Cambridge Analytica, 2016, bien avant les Twitter Files, 2020. Mais fondamentalement, ça fait déjà plus de 12 ans que les élections démocratiques dans toutes les grandes démocraties sont piratées par des manipulations d'informations. Donc on est dans cet univers depuis une douzaine d'années. Les grandes démocraties ont toutes tombé. Il n'y a pas de scandale particulier sur la France, mais fondamentalement, c'est parce qu'on ne les a pas trouvées. Parce que si aux États-Unis, comme en Corée du Sud, leurs élections ont été chantées avec des complicités typiquement des renseignements, aussi bien aux États-Unis qu'en Corée du Sud, ça serait quand même étonnant qu'on y ait échappé. Ceci étant dit, les voies de sortie à ça sont soit on bascule vers vraiment des régimes autoritaires façon chinoise, c'est ce que semble avoir fait la Corée du Sud ce matin, soit on bascule vers toute autre chose, et la perspective de l'autre chose, c'est là où ça va faire mal, c'est Trump. Parce que ceux d'entre vous qui ont un peu suivi la campagne, rappelez-vous, il y a un petit clip qui doit durer 6 minutes où Trump éructe sur le cartel de la censure et promet de mettre à mal tout ça. Mark Zuckerberg en tôle, hein. Et Mark Zuckerberg en tôle, qui s'est protégé entre-temps. Ouais. Mais concrètement, malheureusement, il a raison,
il va y avoir des milliers d'incarcérations. Il y a eu des infractions majeures au premier amendement de la Constitution américaine ainsi qu'au 7e. Le 7e, c'est le droit de pas être, c'est les perquisitions. Et les Twitter Files ont démontré qu'il y avait des connivences. Les Twitter Files ont démontré qu'il y avait une connivence. Mediapart a sorti hier une investigation sur l'OCPTR, je sais pas, enfin un consortium de journalistes qui sont à l'origine de la plupart des grandes investigations. Les Panama Papers, tout ça, c'est eux. Et ben concrètement, c'est une psyops américaine. Donc on est en train de révéler cet aspect-là des choses où de toute façon, que ça vous plaise ou pas, il va falloir se réveiller face à la situation de non-démocratie dans laquelle on est plongé depuis un bout de temps. Et la seule perspective de sortie réaliste avec des gens qui sont autre chose que des beaux parleurs et qui peuvent fondamentalement peut-être faire bouger les choses, c'est Trump et Elon Musk. Donc c'est vous dire si les perspectives sont quand même effrayantes. Assez effrayantes. Mais c'est une vraie perspective. Et je sais que ça peut être terrifiant, mais effectivement, la seule perspective d'aller vers plus de démocratie, plus de liberté d'expression, plus de droit à l'information, aujourd'hui, est représentée par Trump et Musk. C'est de dire si on est vraiment très, très mal. Alain, est-ce que dans ton œuvre, tu critiques souvent justement ces entreprises technologiques qui ont pris le contrôle de nos pensées et est-ce que là, ce qu'on est en train de raconter là, on n'a pas dépassé complètement ce stade-là et on est face à l'empire contre-attaque où c'est finalement la pensée, les États qui se sont emparés en fait de ce truc-là et qui aujourd'hui sont pires en fait que ces sociétés qui quelque part ne cherchent qu'à vendre et à faire de la thune. Cherche à faire du fric. Non, mais c'est clair. Il y a toujours deux temps. Enfin, tu vois, pour moi, c'est très clair. Moi, je suis pas du tout conspirationniste sur les GAFAM ou quoi que ce soit. Je veux dire, quand Google, Apple, Amazon, ils mettent en place un business model, ils essaient d'optimiser le fric que ça génère. Mais ensuite, ça potentialise pour d'autres pouvoirs, notamment les pouvoirs politiques, notamment des pouvoirs parfois occultes, mais souvent politiques, la possibilité d'une manipulation extrêmement forte des populations. Je veux dire, Twitter aurait pu être et a été, je pense, pendant un certain nombre d'années, un outil effectivement de discussion, de débat, de clash, en tout cas d'expression des opinions. Et puis là, il a vrillé comme outil au service. Ça a quand même permis les printemps arabes et tout ça. Bien sûr. C'est les actes inverses. En fait. Mais si tu veux, tu potentialises quand même quelque chose d'extraordinairement puissant dans la manipulation de population. On le dit pas assez. Enfin, je veux dire, moi, j'ai fait une école de commerce. Quand j'étais, oui, ça, j'étais surpris de ça en fait. Quand j'étais encore en école, en 91, ouais. les premières boîtes mondiales. C'était les pétrolières, tu vois, c'était Exxon, c'était General Motors, c'était des trucs liés à la bagnole et tout, des industries, ok. Aujourd'hui, on sait, c'est les GAFAM qui sont... Mais si tu veux, même quand tu parles de Coca-Cola ou de boîtes comme ça qui, soi-disant, avaient une masse de consommateurs mondiale complètement dingue, je pense qu'il y a plus de consommateurs des GAFAM aujourd'hui que de consommateurs de Coca-Cola ou de n'importe quel Tesla ou de n'importe quel produit. C'est-à-dire qu'on a eu une espèce d'extension absolument faramineuse de leur clientèle qui permet, parce que c'est de l'information, parce que c'est des réseaux informatiques, parce que l'information, elle permet beaucoup de choses sur un cerveau humain, donc qui permet une manipulation de bien plus grande ampleur qu'avant, quand même, tu vois. Et forcément, t'as des gouvernements, et t'as surtout des tyrans qui s'emparent de ça, et c'est normal. Mais enfin, tu vois, ça devient nous, quoi, en fait. On devient nos propres tyrans, quoi, en fait. C'est ça ce qu'on est en train de... Non, en fait, ça s'est pas passé comme ça. En fait, les gouvernements étaient là à la base. Si vous avez entendu parler de la DARPA ou de In-Q-Tel ou de choses comme ça, je pense que tout le monde dans la tech a entendu parler d'In-Q-Tel. Ils sont là dès le départ. Ils étaient là dès le départ pour Amazon, dès le départ pour Google, dès le départ pour Twitter, dès le départ pour Facebook. Donc, c'est pas des boîtes qui, par la magie du capitalisme, se développent, c'est vraiment un projet d'État qui participe. Et encore, les États-Unis sont plutôt cool et capitalistes. Si on va dans des endroits comme Taïwan, la puissance industrielle de Taïwan est un truc qui est plus proche du communisme que du capitalisme pur. C'est un projet d'État qui tient à la sécurité nationale plus qu'à l'économie. Mais pour ce qui est des États-Unis et pour ce qui est de ce qu'on est en train de découvrir, de manipulation, des flux d'opinion et tout ça, l'État était là dès le départ. Ce Twitter dont vous avez nostalgie, c'était un Twitter ultra surveillé dans lequel, à partir de 2016, il y a eu des opérations d'évacuation de certaines populations, au point qu'en 2020, il restait 33% de républicains sur Twitter. 33%. Aujourd'hui, on est à 50-50. Donc aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est représentatif de la population américaine et française. Effectivement, ça se fight, effectivement, ça pue, mais concrètement, si un thermomètre pue, c'est pas du fait qu'il soit un thermomètre, c'est parce qu'on l'a utilisé. Et c'est ça qu'on est en train de constater aujourd'hui. Et si ça sentait bon hier, c'est que très concrètement, on ne l'utilisait pas. Et c'est l'immense difficulté qu'on va avoir
tous les médias français, tous les intellectuels français, tous les journalistes français, c'est de faire face à cette réalité. Le monde d'hier, qui sentait si bon sur Twitter, était parfaitement artificiel, censuré de façon Moi, drastique. j'idolâtre absolument pas Twitter ni aucun réseau Le social. Twitter je te d'aujourd'hui rassure. est infiniment plus démocratique et puant que le Twitter d'hier. J'ai envie de vous challenger sur un truc. Est-ce que quand on voit que Musk et une partie de la Silicon Valley, qui avant se tenait très très loin de Washington DC et qui ne voulait rien avoir à faire, et je pense qu'un des succès de la Silicon Valley, c'est justement son éloignement avec le politique, et justement en écho avec ce qu'on est en train de dire, le politique est en train de s'accaparer la technologie à des fins... Pas en France. Hein. Pas en France, mais en tout cas... Un peu on le voit. Cédrico, mais c'est Est-ce surtout... que ce retour du Jedi, là, c'est-à-dire en gros que la tech est en train de prendre le pouvoir à Washington, comment est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Par exemple, Pierre, le DOGE, ce Department of Government Efficiency, à sa tête... alors c'est très drôle parce que dans la presse en France, on a dit... Musk est devenu ministre. Il n'est pas du tout ministre. Il n'a pas de budget. Il est juste en charge d'un think tank qui fait des propositions qui devront être votées d'ailleurs au Congrès. Mais toi, le fait d'avoir des start-upers, des gens comme Vivek par exemple, des gens comme Elon Musk, qui vont avec leurs sabots disent on va sabrer dans l'État, on va optimiser l'État. Comment tu vois ça, toi? Alors, je vais dire deux choses. Il faut le remettre dans son contexte américain aussi, quoi, en fait. Hein. Deux choses. D'abord, je pense pas que c'est que la tech qu'il faut mettre là-dedans, c'est le business au sens large. Le business aux US a toujours fait du lobbying auprès des politiques. Donc c'est pas nouveau, que ce soit la tech ou le pétrole ou ce que vous voulez, ça a toujours existé, puisqu'en fait la régulation fait qu'un business devient florissant ou moins florissant. Donc il y a toujours eu cette zone un peu grise qui existe d'ailleurs partout. Ça, c'est la première chose. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même une fate politique extraordinaire dans le monde aujourd'hui et que moi, je suis curieux de savoir si on ne peut pas essayer autre chose. On a des gens, des politiciens, quel que soit le pays, qui sont devenus totalement incapables d'abord d'avoir une vision pour leur pays. À aucun moment, vous n'avez voté pour quelqu'un qui avait une vision, ça n'existe pas. Or, c'est leur métier. Et des gens qui sont dans l'incapacité de proposer des choses constructives à long et moyen terme pour un pays. Un entrepreneur, il raisonne avec une vision et avec des objectifs à long terme. Donc moi, ce que je me dis, c'est qu'évidemment, gérer un pays, c'est pas gérer une entreprise, c'est évident. Mais il est temps de changer. On a aujourd'hui des gens qui sont mentalement bloqués, les politiciens. Il est temps de mettre des gens nouveaux et d'essayer des choses qu'on n'a jamais faites. Donc moi, je suis assez partisan de dire tentons des choses nouvelles, sinon on va aller, comme on a fait depuis 40 ans, dans le mur, de pire en pire. Tu dis que les politiciens sont des gens ordinaires qui font face à des situations extraordinaires. Et dans un des podcasts de Silicon Carnet, tu disais Musk, avec tous les défauts qu'il a, est quelqu'un d'extraordinaire qu'on va enfin mettre face à des objectifs qu'on considère déjà comme inatteignables. Mais on lui a déjà dit ça sur SpaceX, on lui a déjà dit ça sur Tesla. Moi, je parie plus contre Musk, hein. C'est fini, quoi. Moi, je parie pas non plus contre Musk. Maintenant, Musk est un personnage qui a des côtés exécrables. J'ai des copains qui connaissent dans la vallée. C'est un mec qui est assez camé, qui est assez particulier. Bon, bref, c'est pas un personnage. Je vais parler des drogues, mais on n'aura pas le temps. Mais c'est quand même quelqu'un qui, quand il regarde un problème, a un œil sur le problème qui est très divergent de tous les autres. Et je me dis, vu les problèmes extraordinaires auxquels on fait face, c'est bien d'avoir des yeux divergents qui peut-être proposent des solutions différentes. Et il faut les faire, il faut mettre en œuvre des trucs différents. Si ça marche pas, on fait marche arrière. Mais aujourd'hui, on fait rien. Depuis 40 ans, on ne fait rien. Zéro. Donc il y en a marre de ces gens. Faisons quelque chose, essayons quelque chose. Si ça marche pas, la démocratie se lèvera et dira ça marche pas, on fait autre chose. Mais aujourd'hui, c'est quoi? On vote pour des gens qui de toute façon ne feront rien. Parce qu'ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de projet, ils n'ont rien. Donc ça sert à rien de voter. Je suis désolé, mais moi je peux pas entendre ça. Je veux dire, je sais que tu peux pas. La vision, elle est ultra libérale dans tous les pays occidentaux depuis c'est ta vision restrictive depuis une 30 ou une quarantaine d'années. Tu vois, on est l'idée par le capitalisme. C'est le système et la logique dominante. C'est le meilleur système qui existe aujourd'hui. Il va rien apporter de plus. Il y a aucune. Il y a pas. Mais non, mais même en France. Tu viens de même en France. Mais oui, mais aujourd'hui depuis Macron, tu as un discours caricatural de l'extrême gauche. Mais franchement.
est capitaliste, non, c'est mais tout Je veux dire, pognon. qu'est-ce c'est pas que vrai. Musk va amener de nouveau? Musk, il veut maximiser le blé qui va Il est pouvoir déjà se riche, faire. Il s'en fout. Voilà, fout de mais ça, non, il il en s'en a- fout mais pas. non, C'est mais les ils s'en foutent. psychopathes de toute façon. Tu peux Donc pas Musk, être- il arrive, Jeff il a Bezos, compris. Laissez parler, il est là laissez pour parler parler. Alain, laissez Musk, parler Alain. non. Il a compris qu'en se maquant avec Trump, il allait pouvoir développer son business encore plus fortement. Point à C'est la pas- ligne. c'est Il pas va vrai, rien SpaceX a amener de baissé nouveau. ses commandes, je suis Enfin, désolé. arriver sur les services publics et de dire on va les faire tourner avec la logique de l'entreprise, c'est rien comprendre à ce qu'est un service public. Précisément, c'est pas là pour maximiser le blé, c'est là pour aider le maximum de gens. C'est totalement différent. C'est pas du tout le même objectif. Donc politiquement, ça tient pas. Donc Musk, il va arriver, il va déréguler au maximum, il va faire une politique libertarienne totale et c'est tout. Et ça sera encore plus dérégulé, encore plus catastrophique pour les gens qui n'appartiennent pas à ces 1% des plus riches. Et puis c'est tout ce que ça va produire. Et les gens, après, on les manipule pour voter sur Trump, où ils te disent, virons les migrants, comme ça, en virant les migrants, Non, nous, virons on sera un les peu, illégaux. tu vois. Virons les illégaux. Les migrants illégaux. Oui. ouais, ça. Non, Non, mais c'est Moi, une moi, je suis toujours étonné de ce truc-là en disant, il va y avoir un regard nouveau parce que des capitalistes Non, mais- vont prendre il y a rien de nouveau. Ta C'est vision- le ta système vi- dans lequel on vit depuis maintenant. Ta vision un bout du de temps, monde, tu elle vois. est très simple à comprendre. C'est, Les gens sont là pour faire du fric et écraser les autres. Donc, ces gens qui veulent faire du fric, de toute façon, leur motivation, c'est ça. Donc, c'est ça ton logiciel. Donc, Bah, tout ce c'est qu'ils leur puissent- logiciel, c'est pas tout mon ce qu'ils vont- logiciel. Mais c'est le tien, c'est pas le leur. Je suis désolé. Moi, j'ai envie de croire. Mais que merde, le quelqu'un- mec, il accumule 260 milliards de dollars. 175. Mais Tu vois Donc, ils s'en foutent d'en gagner Quel est plus. son objectif, à ton avis, dans la vie, tu Mais vois c'est Est-ce pas que tu peux C'est de 350, rendre hein. service aux gens, tu vois Est-ce que c'est- tu peux, c'est, est-ce que tu peux le donner par, est-ce que tu peux imaginer un jour c'est que ouf d'entendre Trump ça, se ça. dit, que- je suis pas pro Trump, c'est Ouais. pas notre ami Musk se dise, plutôt Musk, c'est pas Trump que je voulais dire, c'est Musk, se dise, je vais essayer de faire quelque chose dans l'intérêt de la collectivité et de l'État. Est-ce que tu peux l'admettre? Bien sûr, mais il l'aurait fait depuis longtemps si c'était le cas. Est-ce c'est que, pour est-ce que, pouvoir. tu Est-ce fais- que est-ce Elon tu fais Musk, dans la chasse à cite-moi l'argent, quelque chose qu'a fait Elon Musk depuis qu'il est chef d'entreprise, qui favorise ou sert la population des États-Unis? Faire des Tesla, SpaceX, X, rien du tout. SpaceX, il tu a vois, fait gagner des rien du millions tout. à la À NASA. la rigueur, tu pourrais me dire Zuckerberg, il a développé le lien social par les réseaux. À la rigueur, tu réalises qu'il n'y aurait pas de Mais guerre en c'est- Ukraine sans Musk et ses satellites hein. Exactement, j'allais dire ça. Starlink. Starlink en Sans Ukraine. Starlink, pas de guerre en Ukraine. Poutine aurait gagné en une semaine. Il n'y avait plus de satellites américains. là, je te parle de la population américaine. On parle de la population américaine, Et tu 150 crois pas millions. que la population Et américaine qu'est-ce qu'il a un fait pour la gain population américaine, Elon Musk, depuis qu'il est là? Ah bah typiquement. Qu'est-ce qu'a fait Jeff Bezos, si tu veux? Ah, à Jeff part Bezos, de- c'est pas Musk, ça Tu n'a rien vois à voir. Ok. Jeff Bezos, effectivement, Donc, son Musk, objectif, c'est vas-y, d'avoir le donne-moi maximum de une pognon. politique sociale, éducative, que Elon Musk aurait mis Alors, en place, par exemple, tu on vois? va faire la différence entre C'est- Jeff c'est- Bezos et Elon Est-ce Musk. qu'il aide les Ou tu sans-emploi? parles Est-ce seul. que tu vois? Non, On a rien à 5 foutre. minutes. Laisse On parler a- les gens de droite. Ouais. un peu, Laisse parler les gens de droite. Alors déjà, tu ne traites pas de mec de droite. Bon, ben, Non, je crois il y a- qu'on est crois- dans un bon il- Silicon il est Carnet. important, on est un peu, là, il a- il est Vous m'avez important, foutu du- malgré tout, Non, mais c'est ça, les gauchistes, ils prennent la parole et puis ils de parlent fort. de donc ça faire la marche pas. différence entre un Jeff Ok, je parle plus de Bezos. ça. Bon, j'ai Je vais marqué, chuchoter, j'ai je marqué vais sur chuchoter. mon badge. J'ai marqué sur mon badge. Non, mais moi je trouve ça génial. Moi je trouve génial que vous parliez. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve génial parce que quand je regarde les débats en France, je vois des gens d'un côté qui débattent entre eux, qu'en fait, et des gens qui débattent de l'autre côté, et jamais des gens qui se parlent ensemble. Et quand ils se parlent ensemble, c'est sur des plateaux de télévision où il n'y a jamais le temps en fait pour se parler, quoi, en fait. Donc, moi, je trouve génial que vous parliez, et on voit bien les deux pensées qui s'opposent, et je trouve ça super intéressant. Et dans Silicon Carnet, j'essaye de justement de créer ce débat-là, qu'en fait, en espérant que quelque chose accouche, qu'en fait, de cette chose-là, parce qu'il y a des choses dans ce que dit Alain Damasio qui sont très intéressantes. Et moi, je pense que il y a aussi de l'autre côté, en fait. Je dis un mot, mais je chuchote parce que je. Ouais. Vas-y. Pour moi, si ces gens-là étaient vraiment, effectivement, des forces positives pour la société, la première chose sur laquelle ils auraient investi, c'est l'éducation. Ouais. Voilà, et notamment l'éducation numérique. Aucun de ces moguls de la Silicon Valley l'a fait. Alors. Donc, point barre, tu vois. Voilà, point barre. Alors, sur un exemple par rapport à ça, Xavier Niel, qui a lancé l'école 42 en France, qui est une école gratuite et qui permet de former beaucoup de monde justement aux technologies et à devenir développeurs, etc., a essayé de monter l'école 42 aux États-Unis. Ça a été un four complet. Il a monté une école dans la baie de San Francisco, comme il l'a fait ici à Paris, et il a fait une erreur fondamentale, c'est qu'il a rendu gratuite.
et que les Américains considèrent que quelque chose de gratuit n'a absolument aucune valeur. Et donc, aller dans une école 42, même les gens, tu vois, qui n'ont pas les moyens, se sont dit, mais c'est naze. C'est de la merde. Et donc, c'est pas que l'école est la merde, parce que ce qu'il fait ici à Paris, l'école 42, c'est super. Et je suis sûr que le programme aux États-Unis était exactement le même. Mais voyez, c'est cette différence culturelle qui existe finalement entre les deux, et que j'ai l'impression que souvent, dans les deux sens, on lit en fait l'Europe avec des lunettes américaines et on fait des erreurs fondamentales, parce qu'on a un socle culturel et un socle historique qui n'est pas du tout le même, et on lit les États-Unis, on les pointe du doigt, etc. Mais ils ont, eux, un socle différent, c'est-à-dire qu'ils veulent payer, parce que pour eux, payer, ça veut dire être capable de se payer quelque chose qui considère qu'il y a de la valeur et que quand c'est gratuit, there is no free lunch, comme ils disent aux États-Unis. Et je ne veux pas d'un free lunch parce que c'est dégradant, en fait, d'avoir un free lunch. Et c'est pour ça qu'ils veulent travailler et qu'ils veulent gagner de l'argent. Je peux dire juste un mot sur l'éducation. Vous avez applaudi, je suis pas d'accord. Donc je vais dire pourquoi. Parce que d'une part, l'éducation pour moi c'est régalien. Ça n'a rien à foutre avec l'entrepreneuriat, number one. Deuxièmement, donc il faut le rester au niveau de l'État. Absolument, tout à fait. C'est totalement régalien. Je suis un régalien. Deuxièmement, ils ont fait des choses. Je vous prends un exemple. Steve Blank, qui est un grand passant de la Silicon Valley, est celui qui a révolutionné l'enseignement entrepreneurial à Stanford et qui a fait tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Et qu'il a fait en collaboration avec le ministère de l'Éducation de l'époque. Donc les entrepreneurs à leur niveau ont contribué. Maintenant, la tech est à disposition de l'entrepreneuriat, de l'éducation. Ils n'en font rien parce qu'ils sont réac. C'est tout. Donc l'INDEC est à la disposition, ils ne veulent pas de ça. Ce qui les protège, c'est leurs habitudes de travail, c'est comment ils sont. Justement, j'aimerais bien que l'éducation nationale prenne cette technologie et en faire quelque chose. Mais c'est des réacs qui font rien. Bon. En France, tu veux dire. Oui, bien sûr. Là, on est d'accord, hein, bien sûr. Bon voilà. Jamais refermer ce truc. Mais en France, c'est complètement réac. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc n'accuse pas les entrepreneurs. Accuse les profs. Accuse l'éducation nationale. C'est eux les réacs. J'accuse pas les entrepreneurs, mais dire qu'un entrepreneur va mieux gérer le pays qu'un politique, c'est pour moi c'est une vraie blague. Tu vois, voilà, c'est tout. Non, on va le voir. Musk est devenu comment dire, pour combien de temps, j'en sais rien, parce que je pense que vu les deux personnalités, on en reparle l'année prochaine, ça va pas durer longtemps, je pense, quoi, effectivement. Bon, c'est la fin de cette émission. On s'est bien foutu sur la gueule. C'était bien, c'était l'objectif. Qu'en fait, je suis sûr que vous avez eu aucun panel comme ça chez API Days, qu'en fait, mais c'était super intéressant. On remercie encore une fois chaudement Alain et continue à écrire des livres et à nous faire réfléchir. Et à nous remettre en question dans nos certitudes, ça nous fait du bien également. Merci aussi à Fabrice qui est venu nous voir et à le professeur, merci d'être venu. C'est la fin de ce Silicon Carnet. Pensez à vous abonner à Silicon Carnet. Bye bye. Hasta luego amigos. Bye bye. C'est bien, c'est pas